L'appel de Cthulhu, d'après Howard Phillips Lovecraft. Chapitre 1. L'horreur en argile. La chose la plus miséricordieuse qui fût jamais accordée à l'homme est son incapacité à faire le rapprochement entre toutes ses connaissances. Nous vivons sur une île d'ignorance placide, au beau milieu de mers noires et infinies sur lesquelles il n'a jamais été prévu que nous naviguions très loin. Les sciences, dont chaque branche avance péniblement et exclusivement dans son domaine propre, ne nous ont pas vraiment fait de tort. Mais un jour, le puzzle reconstitué de toutes nos connaissances encore dissociées nous ouvrira de telles perspectives effroyables de la réalité et de notre terrifiante situation que cette révélation nous rendra fous, ou nous fera fuir ces lumières mortelles pour replonger dans un âge des ténèbres paisibles et sûres. Les théosophes ont saisi la formidable grandeur du cycle cosmique où notre monde et l'humanité ne sont qu'une pitoyable perturbation. Ils ont deviné d'étranges survivances dans des termes qui nous glaceraient le sang si nous n'étions aveuglés par un optimisme mielleux. Mais ce n'est pas eux qui m'ont permis de voir des éternités interdites, qui me font trembler quand j'y pense et me font basculer dans la démence lorsque j'en rêve. Cette vision, comme toutes celles effrayantes qui nous montrent la vérité, jaillit de l'association fortuite de deux éléments apparemment sans rapport, à savoir un vieil article de journal et les notes d'un professeur disparu. J'espère que personne d'autre ne fera ce rapprochement, et si je vis, je ne révélerai jamais le maillon manquant de cette chaîne abominable. Je suis d'ailleurs convaincu que le professeur entendait lui aussi garder le silence sur ses connaissances, et qu'il aurait même détruit ses notes si la mort ne l'avait emporté si soudainement. Ma découverte remonte à l'hiver 26-27, au moment de la mort de mon grand-oncle George Gamel Angel, professeur émérite en langue sémitique à l'université Brown de Providence. Le professeur Angel était une sommité reconnue dans les langues et inscriptions anciennes, et les musées les plus prestigieux avaient souvent recours à ses lumières, si bien que son décès, à l'âge de 92 ans, resta tristement gravé dans les mémoires. Et ce, d'autant que les circonstances de sa mort étaient restées obscures. Le professeur avait eu une attaque alors qu'il revenait du bateau de Newport. Il était tombé comme une masse, avaient rapporté les témoins, après avoir été bousculé par un nègre à l'allure de marin qui avait déboulé d'une de ces cours étranges et sombres accrochées à la colline abrupte qui constitue un raccourci pour aller du port à la maison du défunt dans William Street. Les médecins furent incapables de trouver une cause évidente à cette mort, et après s'être perdus en conjectures, finirent par conclure que l'ascension de la colline, trop pentue pour un homme de son âge, avait dû causer quelques lésions au cœur, ce qui avait provoqué la mort. À l'époque, il n'y avait aucune raison de douter de leur diagnostic, mais à présent, je m'interroge, et je fais plus que m'interroger. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, car il était mort veuf et sans enfant, je fus évidemment amené à examiner ses papiers avec attention. Raison pour laquelle je déménageai tous ces dossiers et caisses dans mes quartiers à Boston. La majorité des documents que j'ai classés seront bientôt publiés par la Société américaine d'archéologie. Mais parmi les cantines, il y en avait une particulièrement étrange dont je me suis refusé à dévoiler le contenu. Elle était verrouillée, et je ne parvins pas à trouver la clé jusqu'au jour où il me revint que mon oncle avait toujours dans sa poche un anneau porte-clés. Je réussis enfin à l'ouvrir, mais ce fut pour me retrouver face à une adversité bien plus impénétrable. Quelle pouvait donc être la signification de cette étrange sculpture en argile, de ce fatras de notes décousues, de ces divagations incohérentes et de ces coupures que j'y découvris? Mon oncle, à l'approche de la mort, était-il devenu le jouet crédule d'impostures grossières? Je décidai de rechercher le sculpteur excentrique qui avait apparemment perturbé la tranquillité d'esprit d'un vieil homme. La sculpture, sorte de bas-relief, était un rectangle approximatif.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.